On va poursuivre l'analyse de certains cas d'usage, on va dire de retour d'expérience. On va faire un zoom sur quelques outils, quelques technologies pour analyser les facteurs clés de l'adoption d'outils numériques en agriculture. Et donc, on a la chance d'avoir Gilbert Grenier avec nous, donc ex-enseignant-chercheur, aujourd'hui consultant, expert, a été le co-animateur de la formation agrotique pendant de nombreuses années. Le numérique Le numérique en agriculture, c'est une question qui n'est pas si récente que cela. Ça remonte à bien plus de 10 ans. 10 ans, c'est l'âge de la chaire agrotique. Mais on va faire une petite plongée en arrière avec toi. Une plongée en arrière, mais une plongée rapide, hein. On reste sur le quart d'heure attendu. Oui, 10 ans, c'est un anniversaire. Mais ceci dit, 16 décembre 1985, il y a 40 ans exactement jour pour jour, c'était mon premier jour de travail ici. Bon anniversaire. Voilà, fallait le souligner. Donc, je vais parler de ces deux cas emblématiques, mais en fait, je vais commencer par un petit détour sur quelques innovations. On n'a pas fait beaucoup, parce que sinon on pourrait y passer la journée. Mais par exemple, sur les robots et tracteurs autonomes, on les voit maintenant, mais il faut bien voir que, par exemple, dans les années 50, on a commencé à réfléchir. Un prototype ici à Reading, un autre ici aux États-Unis, un tracteur qui était bricolé avec un palpeur à l'avant et qui labourait en escargot, donc qui faisait des ronds. Donc, les débuts des tracteurs autonomes. 1974, le premier robot agricole vendu dans le monde. Le robot Rennes, fait à la Réole à côté, donc qui marchait plus ou moins bien, qui a été détrôné par les pivots. Un peu plus tard, ça a été la grande époque de la recherche ou des recherches en robotique. En robotique tout azimut, c'était suite du sommet de Versailles, hein, avec Mitterrand, Thatcher, Reagan et compagnie. Et donc des financements pour la robotique et un certain nombre de projets, donc en particulier un des plus aboutis, qui était le projet Magali pour cueillir des fruits, des pommes en France et des agrumes en Espagne. Mais il a fallu attendre un peu plus tard, les années 90, pour voir les premiers robots, et on l'a dit, en robots en élevage. Donc je crois que c'est 95 le premier robot installé en France. Et puis 2014, ça a commencé vraiment avec l'épopée de Naïo. Et puis maintenant, on a une profusion de robots en grande culture. Alors, pas beaucoup de ventes, on l'a dit encore en ce moment, mais quand même pas mal d'entreprises qui sont sur le créneau. Et à peu près, par exemple, au Citevi, il y a 2 ans et encore cette année, on est à plus d'une dizaine de marques différentes. Un deuxième secteur qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est collecte de données agronomiques. Et j'associe ça à agriculture de précision, même si le lien est un peu parfois distendu. Mais si on regarde en amont, eh bien, dans les années 20 jusqu'aux années 50, aux États-Unis en particulier, on s'est intéressé à la variabilité intraparcellaire, comment la mesurer, comment faire de l'échantillonnage, comment réussir éventuellement à la dépasser et agir dessus. Évidemment, il n'y avait aucun moyen technologique pour le faire, mais ça a quand même donné lieu à un certain nombre de choses, et en particulier aux États-Unis. Pour moi, quelque chose d'essentiel, c'est la méthode d'échantillonnage qu'on appelle le grid sampling. Faire des échantillonnages selon une grille régulière, et à partir de là, faire des analyses de sol à partir de cet échantillonnage. Ne surtout pas mixer les échantillons. Donc c'était le lien avec la variabilité intraparcellaire, avec deux visionnaires qui ont beaucoup travaillé là-dessus dans les années 50 à 70. Et, alors, petit clin d'œil, le début aussi du concept d'isobus, enfin de réseau informatique embarqué. Le premier travail que j'ai vu apparaître, c'était dans la conférence scientifique agrotique 89, la deuxième, puisque la première avait eu lieu en 86. Donc ça veut dire que ça fait 40 ans que je baigne dans l'écosystème agrotique. Et donc c'est Hermann Aronhammer, qui était l'homologue de Francis Sevilla, pour ceux qui ont connu Francis. Donc 89. 90, eh bien, deux produits qui ont été médaillés au CIMA. Le premier, Mémotronic, qui a été fait par un collègue de l'IMS, là à côté, Patrick Lanus, donc dans son DEA. Et l'autre à côté, l'Agrocentrale d'Agrotique, par Agrotique, une petite start-up issue de Pionnier France Maïs, qui était dédiée à la collecte d'informations dans les parcelles. Quel produit, quelle dose, etc., etc. 90, donc. 92, les premières cartes de rendement
mais surtout en 97, une théorisation au travers d'une thèse supervisée par Simon Blackmore, l'autre homologue de Francis Evilla en Angleterre, où on voit apparaître la notion de collecte d'informations, de transfert d'informations entre les capteurs, un système d'analyse et ensuite retour des informations vers les machines. Donc tout ce qui est problématique de collecte et d'interopérabilité qui était sous-jacente à cette époque. Et puis maintenant, bien, on a évidemment l'Isobus qui s'est beaucoup développé. Alors on ne devrait pas parler d'Isobus, on devrait parler à la fois de l'Isobus pour le lien tracteur-machine et du J1939 qui est le bus interne des tracteurs, quasiment tous, et qui fait la collecte des données, qui permet de gérer toutes les données internes, transmission, moteur, etc. Avec maintenant, par exemple, un petit produit qui s'appelle le FleetView Drive, qui permet d'extraire un certain nombre de données et ensuite de pouvoir les utiliser pour faire de la cartographie d'informations, à la fois sur les consommations de carburant, sur les vitesses de travail, sur les outils, sur les doses, etc. Donc, une évolution qui est intéressante, qui rentre dans ce champ, pour moi, du numérique. Alors, ces innovations, pour moi, une petite conclusion partielle, c'est un processus qui peut être très long. Il faut une maturité technologique au niveau des outils. On l'a vu avec le GNSS en particulier, l'informatique embarquée, les capteurs d'environnement. Il faut aussi une maturité conceptuelle. Et là, j'insiste là-dessus parce que quand on démarre, on se trouve à ouvrir une boîte de Pandore. Par exemple, pour le mémotronique, eh bien, l'objectif, c'était de collecter des données comme le temps de travail. Mais là, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas le définir, le temps de travail. C'est quoi le temps de travail d'un outil? Est-ce que c'est depuis qu'on quitte le hangar, mais il y a le temps de route? Est-ce que c'est aussi pendant qu'on fait des réglages? Voilà, donc il y avait plein de problèmes sous-jacents qu'on n'avait pas vus. Et je pense que dans beaucoup d'applications, il reste ce problème sous-jacent, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de nouveau et qu'on n'a pas forcément intégré. Pour la cartographie des rendements et l'agriculture de précision, c'est la même chose. La cartographie de rendement, on l'a considérée comme le point d'entrée du raisonnement d'agriculture de précision. Ben non, ce n'est pas le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est le sol. Le point de vérification, c'est la cartographie de rendement. Je rajouterais même qu'on s'est beaucoup focalisé sur la fertilisation azotée, mais ce n'est peut-être pas non plus la première chose à moduler. Il faudrait peut-être regarder d'abord le pH et la matière organique des sols avant de s'occuper de la fertilisation. Parce que l'azote peut être bloqué quand on a des pH faibles, on le sait, on a des risques de blocage. Et donc, il faut revenir à l'agronomie. Et puis aussi, il faut prendre en compte les besoins des agriculteurs, c'est-à-dire analyser, comprendre leurs besoins. Il faut remettre en cause des pratiques. Et aussi, il y a toujours les problèmes d'adoption, de réticence. Je passe là-dessus. Alors, si je prends les drones, on a eu une phase d'emballement et de désillusion. Alors, à partir des années 90, on a été pas mal sollicité ici sur Bordeaux, avec des gens qui voulaient surveiller la santé de la vigne et à qui on était amené à répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, quelle caméra dois-je utiliser? Ça, c'était la plus simple. Ou quelqu'un qui dit « Ah bon, je ne savais pas que la vigne n'avait pas de feuilles en hiver ». Et ça met à mal le modèle économique, évidemment. Donc, essentiellement des gens, des porteurs de projets qui n'étaient pas issus du monde agricole et qui voyaient là un moyen soit de se reconvertir, soit parce qu'ils aimaient bien l'aéronautique, faire du drone, c'était dans leur zone de confort. Mais ils avaient une méconnaissance totale ou partielle des besoins du monde agricole et des agriculteurs. Et puis aussi une méconnaissance de la chaîne de traitement. L'agriculteur, il n'achète pas une image. Il a besoin d'un conseil, il a besoin d'une information à caractère agronomique. Et donc prendre des images, c'est bien, mais derrière, il faut les traiter, puis les rendre exploitables en termes de conseil agronomique. Et ça a été quelque chose comment dire, pour beaucoup de projets, qui a été un peu l'arrêt de mort. Alors, je vais prendre 3 exemples de sociétés. Donc, on en a parlé tout à l'heure, Erinov, créé en 2010, excusez-moi. Donc, les porteurs du projet, contrairement à ce que je viens de dire, eux, ils étaient issus du milieu agricole, ils connaissaient bien, ils avaient de la fibre, donc ils avaient une bonne connaissance du monde agricole. Il y a eu une croissance rapide, on parlait tout à l'heure du nombre d'hectares en 2016. Eh bien, en 2016, c'est là où il y a eu une étude, c'est le seul chiffre que j'ai réussi à voir, Erinov avait un chiffre d'affaires de 2,6 millions de francs. D'euros. Excusez-moi, je parle encore en ancien. En 1910, ouais. C'est l'âge. Et donc,
et avec un point capital, c'est l'entrée de Parrot, justement capital, en 2014. Dolair, quasiment à la même époque, un peu moins fibre agricole, mais surtout, ils fabriquent des drones et ils conçoivent des outils de traitement des données. Et donc, ils sont présents actuellement dans 80 pays, ils ont 75% de leur chiffre d'affaires hors Europe. Ils ont, encore en 2019, lancé un drone spécial pour l'agriculture. Mais il faut noter qu'il y a une grande diversité des activités. Et je pense que depuis le départ de l'ANIC, ils ont abandonné le secteur agricole. Je n'ai pas trop Je d'informations. pense que c'est aussi, entre guillemets, l'appel d'air Oui, de la guerre en je vais Ukraine qui y revenir. a pu expliquer des choses. Ouais. Un autre exemple que je trouve parlant, c'est Delta Drone, pareil, créé à la même époque, un peu le même profil que le précédent, donc, mais qui est actuellement présent essentiellement en Afrique. Alors, il y a eu des changements de dénomination, une grande diversité d'activités, abandon du secteur agricole, changement de dénomination parce que visiblement, il y a des bisbilles entre dirigeants, je ne sais pas trop, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça ne m'intéresse pas. Mais disons que si on prend Airinov, eh bien, l'association d'activités, elle a été actée par Parrot, qui s'est rendu compte que le drone récréatif avait chuté après une période d'euphorie, et ils ont décidé de couper les branches qui leur paraissaient les moins intéressantes, dont Airinov. Et là encore, perte de connaissances, perte d'un savoir-faire. Mais là, Airinov, ils n'ont rien eu à dire. Hein. Ils n'étaient pas actionnaires majoritaires. Dolair, bien, je pense qu'ils ont arrêté leur activité sur l'agriculture de précision autour des années 2020, mais ils ont surtout développé une reconversion vers le drone militaire, et en particulier en Ukraine. Ils sont un acteur majeur de l'aide à l'Ukraine en termes de drones. Donc vraiment un aspect militaire. Et Delta Drone, alors là je trouve intéressant, pourquoi ils sont partis en Afrique ? Eh bien, ils ont développé leur activité en Afrique, je vais revenir dessus, ce n'était pas cette diapo-là. Alors, les enseignements à tirer, c'est qu'on a un marché moins porteur qu'initialement espéré. On l'a bien vu au travers des chiffres. Le secteur de la cartographie pour la modulation azotée, il n'a pas décollé. Il a plafonné. C'est un maillon, le drone, au sein d'un processus complexe qui peut rebuter les agriculteurs. Et donc l'adoption n'était pas encore acquise. C'est un marché qui est atomisé, qui le reste encore, avec des sites, c'est-à-dire les parcelles agricoles qui sont spatialement dispersées. Et le choix de Delta Drone, il est parlant à ce sujet-là. Ils ont préféré aller en Afrique, chercher des exploitations, un seul tenant, un seul donneur d'ordre, 5000 hectares, plutôt, par exemple, que d'avoir une centaine d'agriculteurs avec 50 hectares chacun en France. En termes de logistique, de négociation commerciale, etc., etc. C'était beaucoup plus facile pour eux. Et puis aussi une faible rentabilité des services. Et puis aussi une temporalité qui est exigeante, parce qu'on a des périodes d'acquisition qui sont très restreintes en termes de temps, en termes de durée, et par contre, les agriculteurs veulent le résultat en quasi temps réel pour pouvoir derrière agir et faire cette fameuse modulation. Donc, des contraintes logistiques pour les entreprises qui sont très fortes. Et puis aussi, des concurrents sérieux. D'une part, les services par télédétection, Farmstar d'abord, Sentinel après, donc des services qui sont matures, et aussi des outils de proxy détection comme le N-Sensor. Donc, des alternatives possibles pour les agriculteurs. Et justement, par rapport au nombre d'hectares en télédétection, je ne sais pas si vous avez rentré aussi la proxy détection, qui pour moi est aussi un aspect intéressant. Et puis aussi des difficultés de démarrage qui sont, communes à beaucoup de startups. C'est-à-dire, déjà la monoactivité, ça peut être un handicap sérieux, comparé à la diversification. Diversification qui peut conduire à une reconversion totale et un abandon de l'agriculture, type Dolair. Et puis, l'augmentation du capital. Et ça aussi, c'est un problème. Justement, on le voit avec Parrot. Et je pense que c'est là l'intérêt de BPI France avec les différentes formules, c'est d'aider justement à cette capitalisation et à cette montée en charge des entreprises. Ceci dit, c'est quand même un outil qui conserve une place importante, même si en France, on a eu l'impression d'un certain abandon. C'est un peu trompeur. Il y a toujours des activités de drones. Au niveau mondial, ça représente plus du tiers de ce qu'on classe comme robots. Les drones correspondent à plus du tiers de ce qui se vend en termes de robots dans le monde, avec
des chiffres de l'ordre de 400 000 drones pour traiter 500 millions d'hectares. Donc, quand même, une activité de drone qui n'est pas tombée à zéro, loin de là. Avec donc une place importante qui est conservée, des usages de niche qui maintenant sont plus ou moins bien couverts, et puis peut-être des évolutions, des ouvertures potentielles, en particulier le retour de la pulvérisation par drone. Ceci dit, un bémol, une réglementation qui va rester complexe, même si elle a évolué très récemment entre les réglementations nationales et européennes, et puis des exigences sécuritaires qui sont de plus en plus importantes, avec des risques autour de la cybersécurité, c'est-à-dire le risque de piratage des drones en particulier, prise au contrôle, surtout pour les drones porteurs de charge qui sont capables, éventuellement, s'ils sont piratés, de faire pas mal de dégâts ailleurs. Deuxième exemple, après les drones, le GNSS peut-être de manière un peu éclair. Voilà. Je suis trop long, c'est ça? Donc, GPS, une adaptation. Pour nous, le GPS, c'était d'abord un outil militaire, mais qui était ouvert à des applications civiles, avec une faible précision, donc des tas de difficultés. Les améliorations, elles ont été constantes, des GPS, puis GPS RTK, fin de la dégradation des signaux en mai 2000 aux États-Unis, des nouvelles constellations, GLONASS, Galileo, donc la notion de GNSS, et aussi des besoins agricoles auxquels il faut faire référence. Par exemple, la réforme de la PAC en 92 avec les jachères obligatoires, les contrôles PAC, etc. Ça a donné lieu à la création de sociétés d'arpentage comme ça de plans et les premières cartographies de rendement pour les agriculteurs. Hop. Merde, pardon. Donc, le GPS est un outil essentiel pour ces nouveaux besoins. Et moi, je fais partie de ceux qui sont trompés. Je pensais que l'adoption du GPS, ça passerait par l'agriculture de précision. En fait, non. Le ticket d'entrée était peut-être trop élevé. Complexité et fragilité de la démarche liée à l'agriculture de précision. Et puis, j'ai l'exemple en tête d'une CUMA du coin, en Charente, où ils se sont auto-formés à l'agriculture de précision. Ils ont fait plein de formations. Et leur conclusion à la fin des sessions de formation, c'est « il nous faut un GPS ». Pour tout un tas de raisons qui n'étaient pas liées à l'agriculture de précision. Et donc, dans les décennies 2000, c'est tout ce qui est aide de conduite, l'apparition des fameuses barres de guidage, qui a permis de gagner en confort de travail, qui a permis de supprimer le jalonnage des parcelles, de faire du travail en faible visibilité, et avec des caractéristiques pour moi qui sont essentielles, un système simple à utiliser, un système simple à installer, et pas de remise en cause des pratiques. Et puis après, on a eu toutes les aides à la conduite, l'autoguidage quasiment en même temps, donc réduction des écarts entre passages, changement de pratique de conduite, faire des demi-tours larges sans marche arrière, faire des bandes alternées, partager des traces GPS entre tracteurs pour faire, à partir du guidage d'un tracteur, faire du guidage des autres tracteurs. Et puis différents systèmes possibles, du kit de rétrofit, on l'a vu maintenant, des systèmes qui sont complètement intégrés dès la fabrication du tracteur. Et puis également des fonctions supplémentaires avec l'intégration sur l'Isobus, les cartographies qui sont directement sur le terminal virtuel de l'Isobus, tout ce qui est coupure de tronçon, modulation de dose, gestion de flotte, etc. Donc demi-tour automatique, et puis aussi des guidages sur machine, par exemple les machines de plantation de vignes comme la Wagner. Et surtout, ce sont des solutions qui sont pour moi, autosuffisantes contrairement aux drones. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être associées à d'autres technologies. Alors, en conclusion, succès ou échec, eh bien, il faut bien voir que toutes ces technologies dont on parle, elles ont moins de 20 ans, moins de 40 ans, voire moins de 20 ans pour certaines. Donc, on a quand même eu un bousculement énorme du paysage. La clé de voûte, pour moi, ça reste l'analyse et la compréhension des besoins des utilisateurs. Il faut quand même penser que c'est un processus long. On a une phase de bouillonnement puis de maturation des marchés, on le voit bien. Et puis des causes d'échecs qui sont souvent exogènes autour du financement, de la concurrence, etc. Mais bon, globalement, pour moi, il y a eu quelques échecs individuels, mais on a des succès qui sont plutôt de nature collective. Merci beaucoup Gilbert, ça nous permet de revenir sur un peu 3 points clés. C'est pas qu'une question de maturité technologique, c'est aussi, et peut-être même avant tout, une question de création de valeur, de rentabilité perçue et d'expérience utilisateur et intermédiaire qui concourent à la mise en marché. Et les exemples permettent aussi d'illustrer cela. Merci beaucoup Gilbert pour cette intervention.